Et merci à vous toutes, à vous tous, que je ne vois pas, je vois vos silhouettes. Et ça m'embarrasserait si je donnais un cours, parce que intuitivement, j'aimais bien regarder mes étudiants et mes étudiantes dans les yeux. Et la communication passait. Et souvent même, j'y voyais des interrogations. Et donc, je m'arrêtais pour les laisser parler. Et ça m'a permis d'apprendre beaucoup. Alors, après cette présentation qui me gêne, mais qui me flatte et qui m'honore, je vais m'employer à déconstruire le personnage Bernard Saladin d'Anglure, qui est un construit social, culturel, biculturel, natif de France, où j'ai quand même vécu jusqu'à l'âge de 19 ans, avant de venir la première fois au Québec, du temps de Duplessis. Alors mes étudiants me regardaient avec des yeux énormes lorsque je leur parlais du temps de Duplessis, et qui est l'époque où j'ai passé mon premier hiver chez les Inuits, de ce qu'on appelle maintenant le Nunavik, qui était le Nouveau-Québec à l'époque, dans un petit village, Croixartac, un petit village d'igloo. Et c'était l'époque où les Inuits vivaient sous l'igloo, se déplaçaient en traîneau à chien. Et j'aimerais bien situer mon exposé d'aujourd'hui dans ce contexte du Québec. Donc j'ai vécu très longtemps au Québec. Mes séjours ont été entrecoupés par des séjours en France, où j'ai eu pendant 7 ans donc un poste au CNRS. Et l'Université Laval a réussi à me débaucher lorsque, ayant créé un département d'anthropologie pour la première fois, elle m'a demandé de venir en 1971 en prendre la direction. Alors, donc au départ, je suis binational, j'ai gardé ma citoyenneté française, je suis québécois aussi. Je jongle avec la loi canadienne, parce que je suis domicilié au Canada, donc je n'ai pas le droit d'être absent plus de 180 jours par an. Sinon, on remettrait en question ma domiciliation. Bon, j'arrive à gérer tout ça, sans compter qu'il y a à l'intérieur de mes évasions, hors du pays, des missions en Amazonie, avec mon épouse, Françoise Morin, professeur associé à Laval, professeur émérite à Lyon 2, qui est une spécialiste de l'Amazonie, et avec qui nous faisons des recherches comparatives à l'intérieur du CIERA, le Centre international d'études interuniversitaire d'études et de recherche autochtones, qui auparavant était le GETIC, groupe d'études inuites et circumpolaires. Et donc depuis 1990, nous faisons des missions en Sibérie sur le chamanisme et le développement politique, et en Amazonie. Donc ce qui apporte à nos problématiques et à nos méthodologies, je pense, une grande richesse, c'est-à-dire les mêmes chercheurs font du comparatisme avec les mêmes méthodes en allant dans des régions du monde fort éloignées, mais où vivent des peuples autochtones qui sont confrontés à la vie, à leur origine, pourquoi la mort, pourquoi la vie, pourquoi des hommes et des femmes, pourquoi certains couples n'ont pas d'enfants et d'autres en ont, etc. Et qui ont trouvé des solutions sans avoir d'écriture, sans avoir d'accumulation de livres, de bibliothèques, de savants, mais avec une expérience millénaire de la vie en société et surtout de la survie. Ils ont compris comment un peuple pouvait survivre, à quel prix. Parce que, actuellement, avec cet individualisme très expansionniste, qui est une des marques de l'Occident, on oublie ces valeurs collectives. On promeut le droit de l'individu à ceci, à cela. Il y a tellement de droits maintenant individuels qu'à la limite, ça pose des problèmes parce qu'il faut faire des choix. Il y en a tellement qu'on ne peut pas servir en même temps. Les droits des enfants, les droits des personnes âgées, les droits des femmes, les droits des handicapés, etc. Donc il faut établir à un moment donné une hiérarchie et ce n'est pas toujours simple. Là-bas, c'est un équilibre. On promeut l'individu, mais l'autre moitié, c'est les devoirs à la collectivité. Nous, bien souvent, les devoirs à la collectivité, c'est payer notre compte de taxes, payer des contraventions quand on en a, mais on préfère nos intérêts individuels, notre confort, etc. Et on a tendance aussi, au nom de ça,
à ne pas chercher à trop connaître les autres cultures. Alors, vous avez été attiré par ce titre, le troisième genre, les Inuits et nous. Et dans le résumé, vous avez vu que je mets l'accent sur une grande confusion qui règne autour du genre, du concept de genre, qui est maintenant un usage francophone pour le gender, le concept de gender chez les anglophones. Alors, je le mets entre guillemets souvent pour qu'on ne confonde pas le genre grammatical, le genre humain. En français, on parlait de sexe social pendant longtemps pour désigner ce qu'on appelle maintenant le genre. Mais ce concept a été repris dans les années 90 par des groupements qui avaient des intérêts à défendre. Et ils ont tellement investi dans des recherches, dans des études, dans une conceptualisation, qu'ils dominent maintenant le champ du savoir au détriment de toutes les études de genre qui s'étaient faites depuis bien longtemps, mais surtout depuis les années 70 avec le féminisme universitaire, et qui avait donné lieu à des recherches importantes, à des investissements, des créations de cours, des créations de revues. On a à Laval un groupe de recherche en études féministes, il y a une revue, et dans bien d'autres universités. Or, tout ça a pris un sens tout à fait différent avec ce qu'on appelle, un peu en résumé, la théorie queer. Je vous en parlerai pour ceux qui n'en ont pas entendu parler, qui prétend quelque part troubler les idées sur le genre, les définitions sur le genre, ou même à la limite supprimer la notion de genre qu'ils prétendent associer à un pouvoir dominant qui est le pouvoir de l'hétérosexualité, au détriment de tous les groupes d'orientation, toutes les personnes d'orientation sexuelle différentes. Et au nom de cette sorte d'impérialisme hétérosexuel, on décide de déconstruire le genre en disant que c'est un outil qui nous opprime. Puis en même temps, néanmoins, la plupart des groupements minoritaires, qu'il s'agisse de mouvements gays, mouvements lesbiens, mouvements transgenres, mouvements transsexuels, travestis et les intersexuels, et je vous en parlerai parce que c'est peut-être un des groupes les plus discriminés dans sa chair. Il s'agit de tous les individus qui, à la naissance, ne peuvent pas être définis comme mâles ou femelles. Et on ne le sait pas parce qu'on nous le cache. Et moi, je l'ai découvert un jour ici, au CHUL, qu'au moment d'une naissance, les infirmières avaient à remplir une fiche concernant le sexe du bébé. Et il y avait 3 cases, mâle, femelle, indéterminé. Alors je me suis posé la question, c'est une de mes étudiantes qui était en même temps, qui suivait des cours d'infirmière, qui m'a apporté ce formulaire. Je me dis, tiens. Entre-temps, j'ai rencontré des endocrinologues de Laval, au CHUL, qui m'ont dit, ah mais monsieur, bien sûr, mais bon, on n'en parle pas beaucoup, mais, et les statistiques générales le prouvent, près de 2% des bébés naissent avec une ambiguïté qui peut disparaître le lendemain, au bout de 2 ou 3 jours, soit dans l'apparence des organes sexuels, soit que les testicules ne sont pas descendus, soit qu'il y a à la fois un pénis et une vulve. Enfin bref, on ne nous parle pas beaucoup de ces choses-là. Et le problème, c'est que la coutume veut qu'on transforme en fille ces bébés. Parce que c'est plus simple, c'est plus facile de couper, s'il le faut, que de construire quelque chose qui n'est pas là. Et du coup, on a une catégorie d'individus qui se sent très mal à l'aise et qui, depuis, se regroupent avec Internet. Il y a un grand mouvement des intersexués dans le monde. Et on découvre qu'il y en a dans toutes les régions du monde. Il y en a en Chine, il y en a au Japon, il y en a partout. Et ils découvrent qu'ils sont beaucoup plus nombreux que ceux dont on entend parler, qu'on appelle les transsexuels, des individus qui ont demandé à changer de sexe
et à se faire opérer, qui étaient mâles ou femelles, et qui ont décidé soit de se faire poser des prothèses, une jeune femme qui veut devenir homme, ou inverse, opérer, puis avec des hormones, acquérir des seins, acquérir des signes extérieurs de la féminité pour un homme. Alors ça, c'est un sujet un peu tabou parce que il n'y a pas de catégorie dans notre droit, dans notre état civil, pour désigner des individus comme ça. Dans le passé, vos ancêtres québécois avaient un terme pour désigner certains individus qu'on appelait des bardaches. Et presque dans chaque comté, avec mes étudiants dans le cours de parenté, je leur demandais, chaque année, j'avais une centaine d'étudiants, de me rapporter, ceux qui venaient de la campagne, de régions éloignées, de me rapporter des témoignages. Et pratiquement tous les ans, j'avais des témoignages nouveaux. Ah oui, il y avait la bardache qui vivait dans le bois, comme un bûcheron. Ah, elle n'était jamais menstruée. Bon, alors j'ai récolté, j'ai essayé de faire, il y a 25 ans, un projet de recherche qui aurait inclus ces individus. Ça a été refusé par les organismes de subventionnement parce que là, on touchait à la vie privée. Alors, vous voyez, ce n'est pas facile quand on est scientifique de faire des recherches qui se veulent objectives. Et pourquoi exclure des individus qui existent et qui de plus en plus s'organisent, qui sont regroupés en associations, qui ont des sites Internet. Et pourquoi je les ai redécouverts récemment? Parce que j'ai vu qu'ils utilisaient mes articles en les recommandant, tout en disant « on n'aime pas beaucoup le troisième sexe social ou le troisième genre ». Mais l'exemple des Inuits les impressionne tellement qu'ils recommandent à leurs membres de les lire. Et puis, voilà, au cours des ans, donc je travaille depuis fort longtemps, depuis la fin des années 70, sur ces thèmes découverts chez les Inuits. Et on va tout de suite aller chez les Inuits et je reviendrai après la projection sur cette grande question, cette grande crise. Vous savez, on vit une crise économique, financière, etc., qui ébranle bien d'autres choses. Eh bien, je dis, il y a une crise du genre d'une envergure au moins aussi grande. Et je prendrai l'exemple des plaques tectoniques. Il y a des positions sur le genre qui sont l'équivalent de plaques tectoniques qui se rencontrent, qui se bousculent, qui créent des tremblements de terre, qui démolissent certains construits scientifiques, intellectuels, et qui ébranlent et qui laissent aussi des ruines. Alors c'est très bien de vouloir changer les choses ou changer de concept, changer de règles, changer de normes, mais là on a affaire à quelque chose qui nous interpelle. Pourquoi je dis ça? C'est que, et c'était dans votre résumé, fin décembre, à l'ONU, alors que la France présidait l'Europe encore, la ministre Yamarad, la secrétaire d'État chargée des droits de l'homme dans le gouvernement français, a présenté devant l'Assemblée générale, a lu un texte signé par une soixantaine d'États dans le monde, dont tous les États européens, le Canada, le Japon l'avaient signé, mais comme par hasard, ni la Chine, ni l'Inde, ni les États-Unis, ni les États africains, ni tous les pays musulmans n'ont accepté de le signer. Sur 192 États que comptent les Nations Unies. Donc il y en a 60. Donc elle l'a lu. Et je mentionne que tout récemment, M. Obama a annoncé qu'il signerait cette lettre. Donc un changement total. Et cette lettre demandait de lutter contre la discrimination à l'encontre de l'orientation sexuelle et de l'identité de genre. Et c'est là que je dis qu'il y a un amalgame qui a été fait. On a associé identité de genre, alors qu'est-ce que ça veut dire, identité de genre, on y reviendra, et orientation sexuelle. Et voilà que 3 jours après, à Rome, le pape Benoît XVI, devant la curie romaine, faisant son sorte de bilan de l'année, parle de toutes les réussites de l'année, congrès des jeunes en Australie, etc., et condamne publiquement la notion de gender, et dans toutes les versions de son discours, que ce soit en italien, en français, en allemand, c'est toujours le terme anglais qui a été repris, gender.
parce que ce terme et les études qui s'en inspirent sont contraires à l'Esprit Saint et à la création. Alors, on n'en a pas parlé. Pourquoi? Parce que c'était en plein la guerre de Gaza qui commençait. On a trouvé, ma femme et moi, dans Le Nouvel Observateur, un petit article intitulé « Mauvais genre » et qui disait « Qu'est-ce qui se passe à Rome, le genre maintenant ?» Et moi, je me suis dit « Mais est-ce que ça veut dire qu'il faut que je brûle 40 années de recherche, tous mes articles, même des livres qui utilisaient ce concept? Est-ce qu'il va falloir qu'on dissolve dans une université des centres de recherche, des revues qui travaillent sur le genre? Qu'est-ce qui se passe? Et ma conclusion, c'est qu'il y a une confusion totale, on ne parle pas de la même chose. Et pourquoi Rome prenait ces positions qu'elle avait déjà défendues auparavant? C'est qu'en arrière-plan arrivait droit au mariage homosexuel, droit à l'adoption et droit à la procréation assistée. Bon, ici, au Québec, on a quasiment voté tout ça depuis déjà un certain temps. Au Canada aussi. Mais dans le reste du monde, ce sont encore des enjeux qui posent problème et qui font débat. Alors, simplement pour vous annoncer qu'à partir de cet antagonisme, de cette crise majeure, de ces plaques tectoniques, de ces tremblements de science, je voudrais appeler mon université, ma faculté, à penser peut-être à sortir de nos disciplines qui nous enferment aussi dans nos recherches, dans nos problématiques, dans nos cas de théorie, pour organiser, peut-être dans les 5 années qui viennent, un grand congrès sur ce thème qui regrouperait des juristes, des théologiens, des médecins, des endocrinologues, des psychiatres, des psychanalystes, des psychologues sociaux, des anthropologues, des sociologues, des économistes, des gens de sciences politiques. Toutes ces disciplines sont concernées. Et il y a une abondante littérature qui existe, mais qui est parcellaire. Car il y va de notre vie, de la vie de nos enfants, des générations à venir, au moment où l'on apprend qu'il y a un déficit de filles, quand on additionne la Chine et l'Inde, de 50 millions de filles en moins, en raison du diagnostic prénatal et des demandes d'avortement. Maintenant qu'on peut faire des diagnostics prénataux précoces, vous savez, il y a des régions, des peuples qui préfèrent avoir des garçons, surtout quand ils ont des politiques de limitation des naissances. Donc les couples où ils n'ont le droit d'avoir qu'un enfant, préfèrent avoir un garçon. Et si on diagnostique une fille, ils demandent l'interruption de grossesse. Et ça se fait. Alors, on a des problèmes majeurs. Et on pense que si les choses continuent, en additionnant les divers pays du monde qui ont des politiques de ce genre, on pourrait arriver à 200 millions de déficits de filles dans 50 ans. Mais imaginez les guerres que ça va entraîner. Parce qu'on va manquer, on ne pourra plus procréer, on ne pourra plus créer des familles. Déjà, les Chinois vont chercher dans les minorités ethniques qui ne sont pas astreintes à la famille avec un enfant. Donc, je mentionne, j'ai fait de la démographie avant de faire de l'anthropologie. Je suis très sensible à cette dimension-là. Alors je dis, est-ce que ce n'est pas un luxe qu'on s'offre? Et je pense au film Le déclin de l'Empire américain. Est-ce que ce n'est pas un symptôme de l'écroulement de tout un système de pensée, de valeurs, etc., alors qu'il y a de vrais problèmes qui menacent l'humanité entière, comme ces plaques tectoniques, et on nous dit que c'est inéluctable. On ne peut pas les arrêter. Donc il va falloir repenser, construire autrement les maisons, prévoir ça pour éviter qu'il y ait des morts comme en ce moment en Italie. Passons aux Inuits, comme je vous l'ai promis, et vous comprendrez mieux mes positions. Alors je dois dire au départ, donc je suis français d'origine binationale, je suis aussi gaucher. Et gaucher contrarié. Parce que quand j'étais enfant, on n'autorisait pas les gauchers à écrire de la main gauche. Les Québécois de mon âge le savent, on disait tu as ton ange gardien assis à ta droite et tu as un diable assis à ta gauche. Donc si tu écris de la main gauche, c'est que tu te laisses influencer par le diable. Donc j'ai appris à écrire de la main droite, mais alors je vous conseille de lire Michel Serres,
ce philosophe extrêmement et historien des sciences, qui a écrit un très beau petit livre qui s'appelle « Le tiers instruit ». Et quand vous le lisez, vous découvrez qu'il est un gaucher contrarié. Et il dit quelque part, enfin je résume et je redis mal, un droitier est un hémiplégique. Un gaucher non contrarié est un hémiplégique. Un gaucher contrarié est un être complet. Et alors il a quelques magnifiques phrases. Il dit « Il y a la main pour écrire et il y a la main pour caresser. » Si vous êtes gaucher, vous saisirez la finesse de cette remarque. Et si vous connaissez des gauchers, ils ne vous démentiront pas. Et à partir de là, il entre dans une remise en cause de cette espèce de dualisme qui nous enferme, droite-gauche, mais on pourrait le projeter, et il le fait à mots couverts, homme, femme. Il y a des états intermédiaires, et c'est pour ça que j'en parle aussi après vous avoir dit ce que je mentionnais tout à l'heure sur les intersexués. Et il y a des gens qui, en termes de genre, se situent dans cette dualité en même temps et non pas de façon exclusive. Et c'est eux que j'appelle le troisième genre. Alors, lisez Le tiers instruit de Michel Serres, vous ne le regretterez pas. Je pense qu'on va maintenant, je vais vous emmener chez les Inuits à travers un certain nombre de schémas et quelques illustrations récentes qui vous feront comprendre qu'un peuple comme les Inuits a dissocié le genre de la sexualité. C'est deux domaines différents. Et vous allez comprendre ce qu'ils mettent derrière genre. Alors, vous avez sur ce premier schéma la construction de la personne chez les Inuits dès la vie fœtale. Et ça a été une découverte que j'ai dû faire pour comprendre leur cosmologie. Il faut se situer du côté du fœtus pour comprendre le rapport au monde de l'humain. Alors, l'humain est né de la procréation, donc le sperme du père qui va construire la charpente, la structure, les os du fœtus, du sang de la mère qui va lui donner son sang, de la chair que mange la mère, de la chair animale, et qui va créer un lien avec le gibier, de l'âme d'un mort, qui va être choisi à travers le nom qu'on va donner à ce futur enfant, et qui va créer un lien très fort, une sorte de réincarnation. Mais on peut avoir plusieurs noms, donc c'est plus compliqué que simplement la réincarnation comme telle. Et puis, à la naissance, s'ajoute à ça l'air que va respirer le bébé la première fois qu'il va pousser son cri et qui va créer un lien très particulier avec l'environnement, avec l'air, avec l'atmosphère, avec le climat. On dit que quelqu'un qui est né un jour de beau temps sera capable, durant sa vie, de rétablir le beau temps dans les tempêtes. Et donc, ces gens-là, on les emmenait à la chasse pour être sûr qu'il n'y aurait pas de tempête. Eh bien, on trouve des croyances un peu du même genre. Moi, j'ai trouvé à Lévis une de mes étudiantes qui me raconte qu'elle est née un mois de février et que dans sa famille, on lui a toujours dit qu'elle était un fœtus mâle, mais qui s'était fendu à la naissance en raison du gel très fort qu'il y avait ce jour-là. Alors, vous voyez, on trouve des croyances anciennes qui rendent compte du fait que la réalité d'une naissance ne correspond pas toujours à l'attente que l'on a d'un fils ou d'une fille. Et donc, on trouve des schémas explicatifs, ou même tout simplement, parfois, ça peut aussi être, on n'est pas très sûr du sexe du nouveau-né, et donc on imagine qu'il s'est passé quelque chose, et on trouve des raisons. Alors, vous voyez que ce fœtus est au cœur du schéma, et c'est une cosmologie. Il faut descendre au niveau infrahumain du fœtus pour comprendre le lien au monde entre les hommes et les femmes, entre les animaux et les humains, et entre tous les morts qui nous ont précédés et nous-mêmes. Alors, voici un deuxième schéma. Vous m'excuserez, ce n'est pas de la provocation ni de la pornographie. Et je me permets, en prononçant ce terme de pornographie, de rendre un hommage à mon ami et collègue Bernard Arcan, qui nous a quittés il y a quelques mois,
Et nous avons pendant très longtemps, c'est moi qui l'avais fait venir à Laval, il était à McGill auparavant, et nous nous sommes partagés ensemble pendant plusieurs dizaines d'années les cours de parenté ou les cours sexualité et culture. Et donc, nous étions proches intellectuellement et j'aurais été très heureux. Peut-être qu'il m'entend. Alors, ceci est tiré des souvenirs intra-utérins d'une vieille informatrice irradiante, qui a été une de mes maîtres à penser, inuite, qui est morte en 2000 à l'âge de 95 ans. Et elle racontait dans ses souvenirs qu'elle se souvenait, quand elle était son grand-père, mort dans la tombe, qui veut revivre, qui pousse le bloc de neige qui ferme la tombe, qui descend vers l'igloo où vivait sa fille, qui voit sa fille sortir de l'igloo et aller uriner dans un petit igloo à côté. Il s'approche d'elle, il l'appelle, elle ne l'entend pas, elle ne le voit pas, bien sûr, c'est un mort. Et alors, il pénètre avec elle, et alors qu'elle a détaché sa ceinture pour baisser ses culottes, il touche le bout de la ceinture, et voilà, me dit-elle, que je me trouve à l'intérieur d'un igloo. Je ne sais pas comment, et je suis sans vêtements, alors qu'auparavant, j'avais mes vêtements d'homme. Alors elle me voit, l'écoutant bouche bée, les yeux fixes, extraordinaires, et elle me raconte, voilà, de temps en temps, il y avait un chien qui apparaissait à l'entrée de l'igloo, comme quand on nourrit le soir, quand on voyage, on fait un petit igloo, et pour nourrir les chiens, on enlève le bloc de neige qui bouche l'entrée, et le premier chien, le chien de tête, apparaît, on lui donne à manger, un petit coup sur le museau, et le chien suivant vient se nourrir. Elle me dit, mais là, il avait la bouche fendue verticalement, et il s'est mis à vomir un liquide blanc, et elle dit, je pense que je m'en suis nourri. Alors elle me voit impassible, alors pour m'aider un petit peu, elle me dit, je pense que c'était le pénis de mon père. Elle voit que je ne me moque pas, et elle continue. Et elle dit, puis voilà, après un certain temps, l'igloo commence un peu à fondre, je me sens à l'étroit, et je veux sortir. Je vois à droite une lampe à huile et des outils féminins, le couteau semi-lunaire, et je vois à gauche un harpon, un couteau d'homme. Alors je prends, elle était toujours l'âme du grand-père, je prends le harpon et le couteau d'homme, puis au moment de sortir, je me dis, oh, mais je vais avoir une vie dangereuse, je risque de mourir sur la banquise en allant chasser le morse, pourquoi pas une vie de femme. Elle repose ses outils, prend les outils féminins, sort, force, et en sortant, son pénis se résorbe, son périnée se fend, une vulve y apparaît, et elle naît fille. Et de l'autre côté, les adultes qui s'inquiétaient de la longueur de l'accouchement disent ah, c'est une cypinerque, un bébé qui a changé de sexe en naissant. Et ça peut se faire dans les deux sens. Donc, quelque part, ils ont créé une théorie de l'intersexualité dont je vous parlais tout à l'heure. Et au lieu de cacher ça ou de faire en sorte qu'on le transforme au plus vite en un ou l'autre sexe, on a des individus qui sont réputés être cypinites. Et c'est un destin particulier, c'est-à-dire on leur fait une place. Et elle m'a avoué qu'elle serait devenue chamane dans l'ancien temps si elle n'avait pas été convertie au christianisme. Mais elle s'est mariée, elle a même eu plusieurs maris, plusieurs maris successifs, et puis un mari qui l'avait prise comme deuxième épouse parce qu'elle savait chasser. Elle a été éduquée comme un garçon. Elle a appris à chasser, à faire un igloo, etc. Donc c'était très précieux pour un chasseur qui partait loin d'avoir sa compagne capable de faire la même chose. Et puis au moment de la puberté, lors de ses premières menstruations, sa mère a commencé à lui coudre des vêtements féminins. Et sa mère pleurait. C'est comme si le papa de la mère était mort une deuxième fois. Puisque la petite fille avait été nommée d'après le nom du papa de la mère. Et alors elle me dit, on me force à porter ces vêtements, mais au début je n'aime pas, donc j'ai coupé le pan avant et arrière qui caractérise les manteaux féminins. Et puis ma mère a recousu ça, etc. Et puis elle dit, j'ai fini par me soumettre. Mais au fond d'elle, elle est toujours restée papa.
pour sa mère. On n'a pas changé les termes de parenté, parce que comme elle avait le nom du papa défunt, et tout le monde s'adressait à elle comme si elle était le vieux Sabiurtalik, toujours vivant. Alors, imaginez, plusieurs noms, chacun vous donne, j'allais dire, une identité différente. Les Inuits jouent avec ça sans aucun problème. Et ça continue maintenant encore. Alors, le genre, rien à voir avec la sexualité. Elle était du genre masculin, selon elle, tout en ayant ce statut d'avoir changé de sexe à la naissance. Mais vous avez des individus qui naissent, j'allais dire, normalement, et qui, en raison du nom qu'ils vont recevoir, vont être travestis. Donc, un garçon va être habillé en fille, on va lui faire des tresses, et je vous réserve pour la fin une photo intéressante qui vous illustrera 2 cas que j'ai relevés, mais qui nécessitent une méthodologie intuitive et de très nombreux retours sur le terrain pour découvrir ces aspects. Les Inuits ne parlent pas de ça comme ça. Il faut vraiment vivre avec eux, capter, parler leur langue pour découvrir ces choses. Alors, une fois la naissance survenue, on a fixé le sexe biologique à la naissance, c'est-à-dire que si c'est un bébé mâle qui naît, on s'empresse de toucher le pénis ou de le retenir pour ne pas qu'il se résorbe, se rétracte, et que le bébé se transforme en fille, car on pensait que si l'accouchement était long et difficile, ça pouvait se produire. Ou en sens inverse. Donc, fixation du sexe biologique à la naissance, et puis le cycle de la femme, apprentissage de la couture, apprentissage des travaux féminins, de la cuisine, le soin des enfants, et pour l'homme, apprentissage de la chasse, jusqu'à son premier kayak. Ça, c'est la marque de la masculinité. D'ailleurs, la proue du kayak s'appelle ce qui ressemble à un pénis. Pas un pénis flasque qu'on voit sur les peintures nues. Non, non, un pénis érigé comme une arme. Et d'ailleurs, dans la langue inuite, on peut utiliser indistinctement le mot pénis ou le mot harpon ou le mot pointe du kayak pour dire la même chose. C'est dans le sens où procréation et création sont assimilées. Production et reproduction sont assimilées. Symboliquement, c'est la même chose. Donc, on arrive premier kayak, et pour la jeune fille, à ses premières menstruations, on va, ou un peu après, lui faire des tatouages qui vont être la marque de sa féminité. Même une jeune fille qui a été éduquée comme un garçon, et même une jeune fille qu'on appellera papa ou beau-frère par un terme de parenté désignant quelqu'un de l'autre genre. Donc, là encore, insiste. Alors, voici un couple. Alors là, j'apporte un argument qui, je pense, est très fort. Contrairement à la vision, que ce soit les gens de la théorie queer ou bien d'autres, qui personnalisent ce qu'ils appellent l'identité de genre, qui en font un problème personnel et individuel, et au nom de ça, qui réclament une protection en tant que droit de la personne. Et il y a des demandes faites à l'ONU pour protéger, d'où ce texte dont je vous parlais tout à l'heure. Chez les Inuits, quand une petite fille reçoit une identité masculine, on va la fiancer très vite, après la naissance, à un bébé garçon d'1 ou 2 ans, qui lui a reçu une identité féminine. Les Inuits ont compris qu'ils étaient complémentaires. Et ça montre à quel point s'il y a identité, elles sont construites culturellement et encadrées par l'environnement social. Eh bien, je vous parlerai tout à l'heure de ce 3e genre. Je vous signale tout de suite que je me classe dans cette catégorie. J'ai été le premier fils, après une sœur, née avant moi. Maman avait fait des fausses couches au début de son mariage et elle aurait tellement aimé avoir un fils. Donc, quand je suis arrivé en 2e, j'ai été, j'allais dire, son enfant préféré. Au Québec, on a une belle expression qui dit « avoir le couple », ce qui veut dire avoir un garçon et une fille.
En France, on disait le choix du roi, si c'était un garçon d'abord, ou le choix de la reine, si c'était une fille d'abord. Bon, mais ça veut dire la même chose. Et avec la diminution du volume des familles au Québec, avoir le couple, c'est un petit défi, c'est pas évident. Et on sait dans les statistiques que la moitié des familles arrivent à avoir le couple, parmi les 2 premiers enfants. Mais l'autre moitié a soit 2 filles, soit 2 garçons, puis parfois ça peut se prolonger. Moi, j'ai une tante qui a eu 7 garçons. Alors, que fait-on quand on a 2 enfants de même sexe? On va les socialiser différemment. Il y en a un qui va peut-être être pris en charge plus par le papa, et puis l'autre plus par la maman. Et moi, ça a été mon cas. Papa était en extase devant ma sœur aînée, et puis moi, c'était maman. Et puis, du coup, j'ai appris à tricoter, à cuisiner, à coudre. Les premières années, j'allais avec mes sœurs dans une école mixte, et j'avais les premiers prix de couture, et je crois que ma femme ne me démentira pas, j'aime cuisiner. Et puis, j'ai appris après le sport, et puis la compétition, et puis la chasse, et puis, j'ai coupé le cordon. Et je me classe délibérément dans les hétérosexuels. Ça n'a rien à voir pour moi, mon orientation sexuelle et mon gender, mon genre. Et je me reconnais dans ce 3e genre. Et questionnez les gens autour de vous, vous en connaissez. Soit la première fille d'une famille de filles qui sera investie quelque part d'une certaine autorité parmi ses frères et sœurs. On a constaté que les femmes de science venaient souvent de familles où il n'y avait pas eu de garçons, alors que les carrières scientifiques sont majoritairement remplies par des hommes, et ainsi de suite. C'est un très vaste domaine, mais regardez autour de vous, vous en trouverez. Et vous trouverez peut-être que certains de nos leaders politiques, les grands fondateurs d'ordres religieux, très charismatiques, avaient ce profil. C'est lors d'un congrès scientifique à Oka, nous sommes allés visiter Saint-Benoît-du-Lac avec tous les congressistes. C'est la première fois que je venais de présenter une communication sur le 3e genre. Et alors on arrive dans le chœur, je pense que ça n'existe plus, ou ça va être plus ou moins transformé, les moines d'Oka. Et on voit dans le chœur 2 statues, un homme et une femme, mais tellement proches. Je n'avais jamais vu de ma vie un saint et puis une sainte aussi proches. Alors, je demande aux prieurs qui nous faisaient visiter, mais qui sont ces 2-là? Alors, elle me dit, c'est Saint Benoît. Ah bon? Et elle? Mais c'est sa sœur jumelle, Sainte Scolastique. Alors, très vite, mais alors, ce sont des 3e genre. Il me regarde, mais bien sûr, monsieur, ça vous intéresse? Alors, imaginez les collègues qui étaient autour de moi, qui avaient un peu souri devant ma présentation, n'en reviennent pas. Ils se disent, mais c'est arrangé avec le gars des vues, ça, comment on dirait, ok. Et alors il me dit, attendez, je vais vous chercher quelques textes. Et il revient avec des textes théologiques qui montraient que la féminité de Saint Benoît, due à sa sœur jumelle, lui avait valu une audience énorme parce qu'il parlait aussi bien aux hommes qu'aux femmes. Et inversement, sa sœur a créé des couvents, des monastères, etc. Elle gérait ça comme un général. Et imaginez, avec des assistantes de recherche, on a fait une recherche, il y a maintenant une 20aine d'années, sur le collège Jésus-Marie. On s'est dit, tiens, Jésus-Marie associé. Et on a étudié des religieuses. Et nombreuses nous ont dit, ah ben oui, mais moi j'ai un nom en religion qui est un nom d'homme. On m'appelle François. Parce que Saint François est un peu mon parrain. Et donc, quelque part, ce qu'on observe chez les Inuits se faisait. Et même parfois, ça allait loin. Une de nos étudiantes, qui est devenue maintenant une professionnelle, une anthropologue, avait étudié dans un petit village du Québec la nomination, les prénoms. Et elle a découvert des choses fort intéressantes. Et j'avais moi-même, en France, travaillé dans un village normand sur les prénoms, l'attribution des prénoms. Et on découvre que si la plupart des garçons reçoivent en 2e prénom celui de Joseph et les filles Marie, parfois on a Marie-Joseph ou Joseph-Marie. Et si en plus le parrain est un prêtre ou la marraine une religieuse, il y a de bonnes chances que
c'est un destin qui se prépare, une vocation religieuse. Et mes étudiants m'apportaient parfois un kit de prêtre. Après m'avoir entendu dans les cours parler de ça, ils me disent ben oui, vous savez, mon petit frère avait été nommé comme ça par un prêtre et c'était tout le monde savait qu'il deviendrait prêtre. Alors à 6-7 ans, dans le sous-sol de la maison, on jouait à la messe. Maman achetait des retailles d'hosties au magasin et puis il nous donnait la communion, etc. Elle dit bon, finalement, il a commencé au séminaire et puis il a changé d'avis. Et alors elle me dit, écoutez, je vous offre ce kit de prêtre et j'ai ça encore dans mon bureau comme un témoignage des destins qui se construisent. Et qui se construisent autour d'une certaine androgynie. Les théologiens parlent d'androgynie. Et la théologie a fait une place à ça. Et un jour, à la bibliothèque de l'université, alors que je travaillais sur le concept de troisième genre et que je m'intéressais à ce fameux siège de Constantinople où on prétend que pendant que les Turcs assiégeaient Constantinople, les théologiens discutaient du sexe des anges. Et je me dis, mais pourquoi dit-on que les anges n'ont pas de sexe? Est-ce que, bon, qu'y a-t-il derrière ça? Bon, ce savant théologien, bon, me fait parler, puis il me demande, mais pourquoi vous intéressez à ça? Et quand je lui parle de mon troisième genre, il me dit, mais avez-vous pensé à vous intéresser à la vocation religieuse? La plupart des gens en religion entrerait dans votre définition du troisième genre. Ah bon? J'avais un peu pensé, mais je n'aurais pas osé. Eh bien, osez, m'a-t-il dit. Alors, vous voyez comment le travail scientifique est fait de petites expériences qu'il faut savoir mettre bout à bout et faire fructifier. Alors, cette femme est la fille de celle des souvenirs intra-utérins. Elle a reçu le nom du grand-père aussi. Elle a été élevée comme un garçon jusqu'à ses menstruations. Et encore maintenant, elle aime chasser. Et elle dit, oh, puis je préfère m'habiller en homme quand je vais chasser, c'est quand même plus commode. Et elle est mariée à un garçon qui a une identité féminine, qui a reçu un nom de femme, qui a eu des tresses enfants, jusqu'à ce qu'il soit en âge de tuer son premier caribou. Alors là, on l'a aidé à tuer le caribou. Et là, on lui a dit, bon, fini maintenant, tu t'habilles en garçon. Alors, je voulais vous montrer la photo pour vous montrer que ce sont des gens réels. Et jamais on ne m'a parlé d'une autre orientation sexuelle pour eux que d'avoir constitué une famille et puis d'avoir eu des enfants procréés et adoptés. Quand on ne pouvait pas en avoir, on en adoptait. Alors, autre dimension, je découvre plusieurs années après, en étudiant à New York dans le musée de l'American Museum of Natural History, je trouve un manteau de chaman rapporté du village d'Igloolik, de la communauté d'Igloolik, à la fin du XIXe siècle par un baleinier, acheté par un anthropologue, et j'ai décidé d'en faire le patron. J'ai fait venir une couturière qui a fait le patron, j'ai tout photographié sous tous les angles, et la communauté d'Igloolik, les descendants, l'arrière-petit-fils de ce chaman, m'a dit, très bonne idée, on va tous s'y associer. On en a fait 3. Un pour le musée du Nunavut de maintenant, un pour le musée national à Ottawa et un pour Laval. Et on a à Laval, et c'est en train d'être mis en numérique pour un futur musée virtuel, c'est un des beaux projets du département d'anthropologie et de la faculté, ce manteau de chaman qui est une réplique. Or, je découvre en le faisant, en suivant les couturières et les commentaires, on me dit, mais c'était un manteau de femme. Ce chaman, un jour, tue un caribou qui se transforme en femme en mourant et en accouchant d'un enfant. Bon, c'est compliqué. Je vous renverrai, ceux que ça intéresserait, à un numéro spécial de la revue Anthropologie et Société qui s'appelle « Du fœtus au chaman ». Et sur la couverture, on voit un fragment de ce manteau et vous trouverez les explications sur la symbolique de la chasse, de l'accouchement, produire du gibier, reproduire un bébé, etc., sont assimilés. Et puis, d'autres caribous se transforment en hommes, veulent affronter ce chaman. Donc les mains, c'est en souvenir de cette attaque, il a su résister parce qu'il était chaman. Et puis finalement, ils se mettent à discuter et ils lui disent « Tu feras faire par tes femmes », il avait 2 épouses, un manteau comme celui de notre sœur, en souvenir d'elle. Et elle est devenue un de ses esprits auxiliaires
Alors, vous voyez, la mort, la vie, la reproduction, c'est un vaste système symbolique qui nous donne les clés pour comprendre ça. Alors, photo prise par mon épouse en 90, un petit garçon qui vient de recevoir le nom à sa naissance de la mère de sa grand-mère. Sa grand-mère l'a adopté et lui a donné le nom Ori-Ortork, et sa grand-mère l'appelle maman. Donc on lui fait des tresses et il porte des bottes avec un motif féminin. On voit un peu un morceau de la botte, vous voyez, avec un petit encart foncé dans le blanc. Les hommes ont un encart vertical et les femmes horizontal. Et voilà que ce petit garçon, alors vous pouvez dire, ben oui, il a l'air d'une fille, bon, tout pour devenir peut-être un gay. Eh bien voilà, pris le mois dernier, à Paris, au Centre culturel canadien, ce même enfant, qui a maintenant à 20 ans, est père de 2 bébés, et qui est devenu l'artiste le plus brillant de la troupe Art Cirque. Donc vous l'avez vu sans doute à Québec l'an passé, ceux qui ont eu la chance de voir les spectacles. Alors je voulais vous montrer ce cas, parce que là, ce n'est pas des théories, ce n'est pas des schémas, c'est de la réalité. Et qu'est-ce que l'artiste? Quelque part, il est un peu comme le chaman aussi, celui qui traverse les frontières, qui est un médiateur, un passeur d'idées, d'émotions. Alors, regardez bien cette photo prise dans les années 30. C'est un petit groupe de jeunes enfants qui ont été arrachés à leur famille pour être envoyés dans les pensionnats catholiques. Vous savez, toutes ces réclamations de compensation pour abus de pouvoir, abus sexuels pour certains, etc., interdiction de parler la langue. Alors, vous voyez, à partir de la droite, le deuxième qui sourit, qui a la tête un peu comme ça. Eh bien, regardez bien, entre ses jambes, on voit un pan de vêtements. C'est un garçon. Il a un vêtement féminin, parce que parmi ses noms, il a un nom féminin quelqu'un qui était proche de sa mère. Et savez-vous ce qu'est devenu ce petit enfant, arraché à 6 ans à sa famille, qui est passé par les pensionnats avec tous les problèmes Alors, vous allez le reconnaître. Voilà un Inukshuk qui est sur l'affiche que vous avez vue. Et pourquoi? L'Inukshuk, ce n'est ni mâle ni femelle, c'est l'humain. Donc, les Inuits ont déjà un symbole, vous voyez, qui se veut correspondre à leur vision de la vie. Voyez le monsieur avec la ceinture à gauche de l'Inukshuk. Peter Ernerk, qui était devenu représentant de la reine, commissaire du territoire de Nunavut, le plus haut placé au Nunavut, qui a des enfants, qui est grand-père, et on s'est retrouvés tous à Paris. Il y avait Art Cirque, on voit 3 artistes d'Art Cirque qui étaient là, dans le jardin de l'ambassade, où l'ambassadeur, un Québécois de Laval, de sciences politiques, a décidé de faire construire un Inukshuk par Peter Ernerk, et l'a fait venir, et en même temps, la troupe Art Cirque a été invitée pour faire un spectacle, et pendant une semaine au centre culturel. Alors, je voulais vous montrer tout ça pour vous faire comprendre que voilà le genre. Peter Ernerk est du 3e genre. Il adore jouer du tambour, chanter, être médiateur. Il essaye d'aider à la formation des futurs fonctionnaires en leur rappelant, Inuit, les valeurs anciennes. Alors, pour terminer cette présentation d'illustration, voici un tableau synthétique de l'ensemble de mes travaux depuis 50 ans, où vous retrouvez en filigrane, sur le plan horizontal, le fœtus, les 4 composantes, cycle des morts, cycle de gibier, cycle de l'homme, cycle de la femme, tout ça inscrit dans un grand cercle qui représente le calendrier inuit, avec un axe, équinoxe d'automne, équinoxe de printemps. Tiens, on n'en est pas loin. Pour eux, il y a 2 saisons, l'été et l'hiver. Alors, depuis le 21 mars, ils savent que le jour égale la nuit, alors que pendant l'hiver, pendant 2 mois, il
n'y a pas de soleil, et pendant l'été, pendant 2 mois, il n'y a pas de nuit. Donc, vous avez côté mer, c'est les 6 mois masculins. Dans le langage chamanique, pour dire l'hiver, c'est un terme dérivé du terme mâle. Et puis, les 6 mois d'été, plus chaud, c'est un terme dérivé du terme femelle. Je dis femelle parce qu'on ne distingue pas femelle et femme. Arnarque, ça peut être pour un animal ou pour un humain. Et Angut, ça peut être pareil. Alors, ça, c'est la version horizontale. Donc, vous voyez, ça s'inscrit, on est dans une théorie de la personne, inscrite dans le temps calendaire et dans l'espace, puisqu'on a le monde marin et le monde terrestre, avec des couleurs, comme chez nous. Le blanc-bleu serait plutôt masculin, et du rouge au brun et jaune, c'est féminin. Regardons le plan vertical qui est le plus important. J'avais dressé, il y a 30 ans, j'avais fait une maquette ici à Laval pour une petite exposition d'une semaine anthropologique. Et je m'étais dit, il faudrait que je montre ça en 3 dimensions. Donc j'avais fait faire, par le service de l'audiovisuel, un découpage en plexiglas, donc où on avait un premier cercle qui correspond au fœtus, vous voyez, tout en bas, et qui est l'utérus. Un deuxième cercle, enfin, demi-cercle, puisque bon, ça se prolongerait par en dessous si vous voulez, qui est l'igloo, et le troisième qui est la voûte céleste, qui englobe et le cycle annuel et l'ensemble terrestre. Et déjà, j'avais fait ressortir que l'utérus est le microcosme de l'igloo. D'ailleurs, vous avez vu dans le dessin fait par une artiste inuite, elle a représenté l'intérieur de l'utérus comme décrit par Ira York sous forme d'un igloo. Et l'igloo est le microcosme de la voûte céleste. Et il y a des règles qui président à la construction de l'igloo, il y a des chants chamaniques qui font équivaloir l'igloo à la voûte céleste. Et alors, un jour, je me dis, mais il y a un axe. J'avais juste tracé un trait pour aider à la construction de cette maquette. Je dis, mais je n'ai pas donné de nom. Mais voilà mon troisième sexe, comme je l'appelais à l'époque, ou troisième genre, qui part de la vie utérine et de la naissance, pour ceux qui ont changé de sexe, qui traverse l'igloo, c'est la socialisation, garçons élevés comme des filles, filles élevées comme des garçons, jusqu'à la puberté, où là, il faut reprendre les rôles assignés au genre correspondant à votre sexe. Et puis, le chaman travesti, qui en raison des esprits auxiliaires qu'il acquiert, des esprits de l'autre sexe, il en aura toujours au moins un, dans 90% des cas que j'ai pu étudier, va se travestir physiquement ou symboliquement. Et du coup, on avait là un modèle extrêmement intéressant qui nous manque. C'est ce qui nous manque le plus. Car nous avons dans nos sciences, nous réduisons un peu tout à la biologie. On va chercher le phénotype, le génotype, on va faire des recherches en paternité. On a oublié que la parenté, c'est du social, que l'identité, c'est un construit. Et il y a une dérive actuelle à partir vers le biologique, et là, on tombe dans ces positions extrêmes que les religions les plus conservatrices ou les tendances les plus conservatrices dans les religions chrétiennes, musulmanes et autres prennent. C'est la Bible, c'est la création, ça a été fait comme ça, des mâles, des femelles, donc c'est l'ordre de la création. Et donc, il faut revenir à des fondamentaux, mais surtout d'abord aller voir ce que ces peuples autochtones si près de nous ont développé. Car imaginez, dans le petit village de Sanikiluarku, une de nos étudiantes au doctorat est en train de préparer son projet de thèse, je pense qu'elle le déposait aujourd'hui. Une femme, co-directrice de l'école, m'a envoyé l'an passé un courriel en me disant « Bernard, pourrais-tu venir une semaine parler aux femmes du village ?» Depuis 30 ans que les anglicans nous interdisent de donner des noms féminins à des garçons, enfin des noms venant d'ancêtres femmes à des garçons
ou des noms d'ancêtres hommes à des filles, la condition de la femme se détériore. On n'a plus de femmes troisième genre. Enfin, du moins, comme on en avait, et en raison du nom, ça a entraîné un respect, une autorité. Et inversement, pour les hommes, ça développait, ça donnait des hommes, j'allais dire, des hommes cool, des hommes pleins de talent, des hommes qui pouvaient aider à solutionner les conflits. Et elle dit, il faut que tu viennes parler aux femmes de ce qui se faisait avant, et en quoi ce n'est pas du tout une chose négative, comme on a tendance à nous le dire, parce que dans la Bible, il est écrit, c'est vrai, si tu es un homme, tu ne t'habilleras pas en femme, et si tu es une femme, tu ne t'habilleras pas en homme. Ben oui, mais écoutez, il faut aussi savoir interpréter les textes et les situer dans des contextes. Et elle me dit, tu nous parleras aussi des chamanes femmes qui existaient, même si elles étaient moins nombreuses. Parce que les choses se détériorent. Et donc, sans qu'on s'en rende compte, nous propageons encore un colonialisme insidieux à travers des valeurs que nous n'avons jamais réalisées comme relatives, puisque nous en sommes et nous avons toujours vécu avec ça, et nous croyons que c'est ce qu'il y a de mieux pour les autres, alors que ces autres auraient beaucoup de choses à nous apprendre pour aider à solutionner nos problèmes ou à les poser autrement. Merci.